Bonjour les élèves de toutes les localités du Tchad, bonjour en particulier aux élèves de Bangor, bonjour les parents qui me suivent comme auditeurs libres. C'est le premier cours de l'année 2023 et j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023 et je dirais simplement que 2023 soit mieux que 2022. Ce premier cours de l'année n'est pas un cours de français mais plutôt un cours d'histoire. C'est aussi mon rôle en tant qu'enseignant de rectifier l'histoire lorsque j'estime qu'elle repose sur une base erronée. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne une partie de l'histoire du Tchad. C'est l'histoire des nordistes qui auraient réduit les sudistes en esclavage pendant plusieurs siècles, et puis les sudistes à l'indépendance auraient tout fait pour prendre le pouvoir afin de se venger sur les nordistes par rapport à l'esclavage dont ils ont été victimes pendant des siècles, ce qui aurait été à l'origine de la rébellion des nordistes à travers le Frelinat. C'est en tout cas ce que beaucoup d'auteurs français qui s'intéressent au Tchad affirment. Les Christian Bouquet, les Jean Chapelle, les Jacques Le Cornec, pour ne citer que ceux-là, qui sont relayés par des journalistes d'aujourd'hui qui continuent à tronquer l'histoire du Tchad dans leurs colonnes de journaux. Certains Tchadiens nordistes ont même repris cette histoire à leur compte en considérant le sudiste de Sarah comme un abid, c'est-à-dire un esclave, en arabe. Alors, le sud était-il une réserve d'esclaves pour les nordistes? Y a-t-il une part de vérité dans ces affirmations? C'est ce que nous allons voir en confrontant deux sources, les sources écrites et les sources orales. Les sources écrites. Il faut savoir que l'histoire des royaumes du Tchad est très mal connue depuis ses origines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'arrivée des Européens, les Allemands ou les Français sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Tchad, à la fin du 19e siècle, il y avait trois grands royaumes qui se disputaient le leadership de la région. Si on fait abstraction provisoire du phénomène Rabat qui n'a fait qu'une brève apparition au Tchad avant de disparaître. Ces trois royaumes étaient le royaume du Wadaï qui avait comme capitale Ouara, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d'Abéché, le royaume de Kanem Bornou qui avait comme capitale Ndjimi au nord du lac Tchad et le royaume de Baguirmi avec comme capitale Massenia. Ces trois royaumes prospéraient grâce au commerce des esclaves. C'est vrai. C'était la traite négrière orientale, appelée encore traite arabo-musulmane. Ces trois royaumes ne se faisaient pas de cadeaux, il faut le noter. Ils se faisaient la guerre tout le temps, contrairement à ce qu'on présente comme un nord uni par l'islam qui descendait vers le sud pour prendre des esclaves dans un sud non islamisé. Alors, où ces royaumes prenaient-ils des esclaves? C'est là où les auteurs français pêchent en affirmant que ces royaumes islamisés prenaient des esclaves dans le sud non islamisé, notamment chez les Sarrasins. Or, dans les détails, il n'y a que les Baguirmiens qui sont descendus plus au sud, en pays Sara, pour prendre des esclaves. Mais on oublie que les Baguirmiens eux-mêmes appartiennent au peuple Sara. Le royaume aurait été fondé par des Kengas. Or, les Kengas sont des Sara à part entière. Ce n'est pas parce qu'ils sont islamisés qu'ils sont plus des Sara. Donc, si les Baguirmiens ont esclavagisé des Sara, eh bien, il s'agit des Sara qui ont esclavagisé des Sara. Et dans le sud, d'autres Sara ont esclavagisé des Sara. Les Ngambay ont esclavagisé d'autres Ngambay. En fait, pendant longtemps, les Baguirmiens prenaient les esclaves tout autour d'eux, mais beaucoup plus vers le nord pour les vendre aux marchands d'esclaves. C'est dans le Sahara, en effet,
que se trouvent les couloirs de la traite orientale. C'était même plus facile pour eux de le faire ainsi, car aller prendre des esclaves au sud n'était pas du tout rentable, comme nous le verrons ultérieurement. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les Bagirmiens prenaient leurs esclaves tout autour d'eux et beaucoup plus vers le nord. Oui, ce n'est qu'à partir des années 1850, lorsqu'ils étaient considérablement affaiblis par les guerres successives avec les autres royaumes et surtout par l'arrivée de Rabat, que les Bagirmiens ont tenté de reconstituer la puissance de leur royaume en allant chercher les esclaves vers le sud. On sait exactement où ils ont opéré. Dans le Moyen Chari actuel, dans le Logone ou la Tangélé actuelle. Dans le Logone occidental, la rive gauche du Logone n'était pas concernée. Mais certains villages du Logone occidental, comme Balkabra, Mbala, tout ça, se sont mis à faire des razzias pour capturer des esclaves et les livrer aux Bagirmiens. Mais cet esclavage des Bagirmiens vers le sud n'était pas en réalité rentable. Les esclaves, qui étaient majoritairement des enfants, étaient acheminés à pied. Les deux poignets attachés en avant, la corde au cou, et ils étaient tirés par des chevaux. Dans ces conditions, la plupart des enfants mouraient en cours de route, de faim et surtout de soif, avant d'atteindre Massénia. Les ravisseurs n'avaient pas, en effet, les moyens de les nourrir et surtout de leur faire boire de l'eau en quantité suffisante, surtout lorsqu'il y avait un millier d'enfants acheminés en pleine saison sèche, saison propice pour cette activité esclavagiste. Ainsi, en prenant les esclaves vers le sud, les Bagirmiens n'ont pas pu reconstituer les forces pour restaurer la puissance de leur royaume. C'est la raison pour laquelle, dès que les Français sont arrivés au Tchad, les Bagirmiens, qui étaient très affaiblis, n'avaient pas d'autre choix que de se jeter dans les bras des Français pour faire de leur royaume, du Bagirmi, un protectorat français. Et cette façon de faire a provoqué la colère des Ouadaniens et surtout de Rabat, qui considérait les Bagirmiens comme des... Enfin, il leur reprochait d'avoir signé un accord avec des infidèles, signé un pacte avec les infidèles, les Européens. Voilà pour le royaume de Bagirmi. Pour le royaume de Kanem et du Wadaï, en réalité, les Kanembou et les Wadaïens ne se sont jamais aventurés plus au sud. Ils n'ont jamais traversé le Chari. Ils prenaient les esclaves tout autour d'eux. Oui, ils allaient beaucoup plus vers le sud, mais où, jusqu'où? En tout cas, ils n'ont pas osé traverser le Chari. En gros, en pleine traite orientale, les nordistes se sont esclavagisés entre eux-mêmes. Certains rois vendaient leurs propres sujets. On ne trouve pas suffisamment de sources écrites, comme les Bagirmiens, faisant état des Wadaïens ou des Kanembou qui sont venus prendre des esclaves au sud en pays Sara. Voilà pour les sources écrites. Pour les sources orales, vous savez, dans une société à tradition orale, l'histoire n'est pas pour autant perdue pour de bon.
L'exemple est donné par l'Américain Alex Haley, auteur de Roots, Racines en français, qui a mené plusieurs années d'enquête pour retrouver ses origines dans le village de Djoufouré en Gambie, village où son ancêtre Kunta Kinte a été enlevé pour être déporté comme esclave dans les Amériques. Avant d'arriver en Gambie, Alex Haley a fait des recherches sur des documents écrits laissés par les esclavagistes. Et lorsqu'il a constitué tous ces éléments, lorsqu'il a reconstitué l'histoire de sa généalogie, il a débarqué en Gambie et à Djoufouré, dans le village de Djoufouré, il a trouvé un griot qui lui a raconté la même histoire, qui lui a fait sa généalogie en citant Kunta Kinte, son ancêtre, qui est allé chercher du bois et on ne l'a plus jamais revu. Voilà la conservation de l'histoire orale au sein d'un peuple qui n'a pas d'écriture. Pour le Tchad, c'est pareil. Il n'y a aucune source orale transmise de génération en génération, en milieu sahara en tout cas, concernant un quelconque esclavage organisé par les nordistes, Wadaïens ou Kanembu, pendant des siècles au sud. Au sud, les seules sources orales transmises de génération en génération concernent les Bagirmiens, nous l'avons vu, mais aussi Rabat. Rabat est connu au sud. Il y a aussi, dans le Lorraine occidental notamment, l'histoire des Peuls venant du Cameroun qui venaient faire la guerre dans certains villages de Lorraine occidental pour se procurer des esclaves et les ramener au Cameroun. On les appelait, ces Peuls, on les appelait des Djamans ou des Mbambans. Djamadji, Mbambandji. Il y a même une expression gambaye qui dit Ine akain Djamawa. C'est-à-dire, toi, tu ne vas jamais échapper au diamant. Le diamant étant le peul, synonyme de danger. Quant au royaume du Wadaï ou du Kanem Bornou, c'est en entrant à l'école que l'enfant Sarah apprend l'existence historique de ces royaumes. Si les Wadaïens et les Kanembo venaient prendre les esclaves dans le sud, les sudistes l'auraient enseigné à leurs enfants de génération en génération, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, un nord bien organisé, un royaume qui venait prendre des esclaves au sud non islamisés est un montage, un mensonge des Français. Les nordistes ont pratiqué l'esclavage, mais plutôt entre eux-mêmes et non sur les sudistes. En effet, acheminer des enfants depuis Mondo par exemple jusqu'au Wadaï à l'époque était difficile. La plupart des captifs, nous l'avons vu, mouraient en cours de route de soif. L'homme ne pouvant pas tenir 3 jours sans boire de l'eau. Ne serait-ce que pour cette raison pratique, les Wadaïens ne pouvaient pas s'aventurer en pays Sahara, connu pour être pays des fauves dont les Sahéliens avaient peur, sans compter la barrière naturelle constituée par le charia. Autre remarque dans le cas de la tradition orale, si les nordistes venaient prendre des sudistes comme esclaves sur plusieurs siècles, avec l'ampleur qui est rapportée dans les écrits, mais où sont passés les descendants de ces esclaves? On imagine que les esclaves étaient composés de femmes et d'hommes susceptibles de se reproduire dans l'intérêt des esclavagistes. Rappelons que les sudistes aussi pratiquaient l'esclavage entre eux. Mais après l'abolition de l'esclavage, les esclaves ont été fondus dans les familles considérées comme des cousins, tantes, oncles.
Mais le secret n'a jamais disparu. On dit toujours aux enfants que les membres de telle famille sont en fait des descendants des esclaves d'une telle famille. Et donc, si les sudistes étaient des milliers, des dizaines de milliers à être déportés sur plusieurs siècles au nord, ils laisseraient forcément des descendants. Certes, ils seraient tous des musulmans, ils seraient tous des Mahamates, mais on saurait qu'ils sont descendants d'esclaves amenés du sud. Or, il n'y en a pratiquement pas. Si on interroge chaque nordiste sur sa généalogie, certains remonteront très loin en faisant de leur ancêtre un compagnon du prophète Mahomet, salatu wassalam, mais aucun ne dira que son ancêtre était un esclave venant du sud. Mais alors, où sont passés les descendants des esclaves venus massivement du sud, tels que rapportés dans l'histoire écrite par les Français? Ont-ils tous été exterminés? Dans quel intérêt? En réalité, l'esclavage massif des sudistes par les nordistes pendant plusieurs siècles n'a jamais existé. C'est un mensonge français, repris malheureusement par certains Tchadiens. Mais alors, comment peut-on accuser les Sahara de s'être vengés sur les nordistes à l'indépendance suite à une histoire qui n'a jamais existé? Comment peut-on se venger à partir d'une histoire montée de toutes pièces? Est-ce que les sudistes se sont vengés à partir de 1960 sur les nordistes sur la base de l'esclavage dont ils ont été antérieurement victimes? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.